Le chef de l'État a regagné Abidjan ce soir. Le président Ouattara revient du Gabon où il a effectué une visite d'amitié et de travail. Il a rencontré Ali Bongo à Franceville. Nous reviendrons sur ce qu'ils se sont dit dans ce journal. 4 pays ouest-africains se mettent ensemble pour lutter contre le terrorisme. Les ministres de la sécurité de ces pays vont mutualiser leurs efforts et renforcer les relations entre les services de sécurité. Ils étaient réunis ici à Abidjan pour en parler. Les chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui le jeudi saint, le lavement des pieds, un rituel accompli en mémoire du lavement des pieds des apôtres par Jésus-Christ. Aujourd'hui, le pape a lavé les pieds des migrants de diverses confessions près de Rome. Madame, Monsieur, bonsoir. Des affrontements entre communautés Peul et Lobi dans la ville de Bounan, dans le nord du pays, auraient coûté la vie à plusieurs personnes et fait de nombreux blessés. Des biens ont été détruits lors de ces affrontements. Une partie du marché de Bounan a même été détruite par un incendie. Ici à Abidjan, l'actualité est marquée par le retour du chef de l'État à Abidjan. Alassane Ouattara était à Franceville au Gabon aujourd'hui où il a échangé avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux hommes ont parlé des relations qui lient leur pays. Sur la table aussi, la question liée au terrorisme et les dispositions à prendre pour y faire face. Écoutons le président Ouattara. Les liens entre le Gabon et la Côte d'Ivoire sont des liens très forts. Nous avons bien évidemment, avec le président Ali Bongo Ondimba, fait un tour d'horizon sur les questions bilatérales, la situation politique en Côte d'Ivoire, la situation politique au Gabon, les relations économiques entre les deux pays des deux sous-régions, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et même le continent, et les questions internationales. Monsieur le Président, je voudrais vous dire à quel point cette visite m'a été utile. Je voudrais vous remercier de votre amitié, des échanges que nous avons à chaque fois que nous nous rencontrons et des visites que vous nous rendez souvent en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, je suis venu à Franceville pour vous dire que nous venons de passer un cap dans mon pays avec l'élection présidentielle d'octobre 2015 qui s'est bien déroulée et que nous avons bien sûr le défi de cette attaque terroriste que nous avons vécue. Et vous avez été parmi les premiers à me téléphoner dimanche après-midi, le 13 mars, quand nous avons eu cette attaque pour m'apporter votre soutien, vos condoléances et votre compassion. Je voudrais vous en remercier à nouveau, remercier le peuple gabonais pour toute l'attention qui a été portée à la Côte d'Ivoire pendant cette période douloureuse. Nous avons beaucoup parlé de ces questions de terrorisme au plan continental, car plusieurs pays africains l'ont subi, au plan mondial, pour dire que tout doit être fait pour améliorer la coordination et la coopération entre les États, entre nos services de sécurité, nos services de renseignement. Et vous-même, en tant que président de la communauté des États de l'Afrique centrale, vous m'avez dit que vous prendriez des initiatives. C'est ce que nous comptons faire également en Afrique de l'Ouest. Nous avons été en contact avec le président en exercice de la CEDEAO pour que ceci puisse se faire. Et nous espérons que très rapidement, les deux régions pourront tenir un sommet qui pourrait donc renforcer la coopération dans ce domaine. Nous avons beaucoup parlé de la situation économique, aussi bien au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour déplorer cette chute brutale des prix de certaines matières premières, dont le pétrole. Et ceci demande bien sûr des mesures courageuses que vous avez déjà engagées. Donc je voudrais, au nom de ma délégation, vous dire à mon nom propre aussi combien nous sommes heureux d'être ici, à vos côtés. Et, cette journée a été pleine d'enseignements et également beaucoup de joie de vous revoir en pleine forme. Et nous vous attendons donc à Yamoussoukro pour que nous puissions continuer ces échanges. Les autorités ivoiriennes travaillent à la sécurisation des populations, vous l'avez constaté, mais aussi à l'amélioration de leur qualité de vie. C'est ce qui nous est donné de voir dans la commune d'Abobo avec le lancement des travaux de canalisation et l'inauguration du château d'eau de Ndotré, un quartier de la dite commune. Ces travaux ont coûté 4 milliards de francs CFA. Le reportage de Maïsakou.
Le village de Ndotré, dans la commune d'Abobo, va disposer dans quelques mois d'un système de canalisation. La commune d'Abobo a des canalisations qui sont vieilles. Et il y a 5 quartiers qui sont nés après les premières canalisations. Donc même si on changeait les vieilles canalisations, ce sont ces parties-là qui auront de l'eau. Il faut faire des extensions compte tenu des nouveaux quartiers. En attendant la fin des travaux de canalisation, le nouveau château d'eau de 5000 m3 et de 35 mètres de haut se dresse fièrement dans le ciel de Ndotri. Sa réalisation a coûté plus de 4 milliards de francs CFA. Cette nouvelle infrastructure va alimenter les communes d'Abobo et d'Anyama. Au dire du Premier ministre Daniel Kablon-Duncan, elle va surtout améliorer les conditions de vie des populations. Avec 9,4 milliards de francs CFA, et c'est une première phase. Il y a 10 autres milliards de francs CFA qui vont venir s'ajouter, de manière à ce que les Abobolais, quel que soit leur positionnement, et surtout les femmes, elles puissent avoir de l'eau, qu'on n'ait plus ces spectacles de femmes qui se lèvent à 4 h du matin pour aller chercher de l'eau. Je suis très contente que le château soit dans mon quartier surtout, et je suis contente qu'on inaugure aussi. Mais de l'eau est venu, on est trop contents. On a salué le président de Alassane Ouattara. Dieu va donner vie longue. Selon le chef du gouvernement, un projet d'assainissement estimé à plus de 100 milliards de francs CFA va bientôt être mis en œuvre pour faire de la commune d'Abobo un cadre plus sain et agréable. Le Premier ministre a fait d'une pierre deux coups dans la commune d'Abobo. Daniel Kablon-Duncan a aussi inauguré la nouvelle voie d'accès au village d'Aboboté et lancé les travaux de réhabilitation du tronçon de près de 2 km de la voie Samanké à la mairie d'Abobo. Des travaux financés par la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. La commune d'Abobo s'embellit. L'un de ces villages, Aboboté, dispose désormais d'une nouvelle voie bitumée longue de près de 12 km. Le linéaire total de voies revêtues d'Abobo est de 78,35 km, soit seulement 7% de sa voirie. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez comprendre alors la grande joie qui nous anime cet après-midi à l'idée que vous procédez à l'inauguration d'une voirie. Les travaux réalisés en l'espace de 8 mois sont le fruit des efforts conjugués de l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme présidentiel d'urgence et le programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Ils ont coûté 11 milliards 800 millions de francs CFA. Selon le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan, ce nouvel ouvrage va réduire les souffrances des riverains et usagers qui peinaient à se déplacer sur cette voie impraticable il y a quelques mois. Désormais, grâce à la construction et à la réhabilitation de ces voies, les usagers de ces différents axes circuleront plus aisément et rallieront plus rapidement les villages de Bokabo et d'Aboboté, ainsi que les quartiers situés sur le parcours de ces axes. La nouvelle voie d'accès au village d'Aboboté étant une réalité, la priorité est mise sur la voie Samaké, mairie d'Abobo. Le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan a donné le coup de pioche symbolique marquant le début des travaux de renforcement de cette voirie. Elle s'étend sur 1,7 km et va à terme assurer la liaison entre les communes de Cocody et d'Abobo. À Jacquesville, l'heure est à la célébration de l'an 1 de l'inauguration du pont Philippe-Grégoire-Yassé. L'ouvrage remis aux populations le 21 mars 2015 a permis de désenclaver les régions des grands ponts. En tout cas, les populations de Jacquesville ont voulu marquer d'une pierre blanche cette commémoration. À Izi, à Vikam, à Ladjan, ont célébré cet anniversaire avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Nous reviendrons là-dessus dans nos prochaines éditions. Parlons sécurité avec cette rencontre des ministres en charge de la sécurité de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal aujourd'hui. Ces 4 ministres ont pris des mesures dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. Ils ont décidé de mutualiser leurs efforts et de renforcer les relations entre les services de sécurité en vue d'établir une unité d'action et une collaboration entre les services de sécurité. Ben Touré et Abou Sanogo nous disent comment se feront les choses. En 5 mois, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire récemment ont été attaqués par les terroristes.
Bilan, 60 personnes tuées et plusieurs blessées. La menace est donc réelle et même permanente. Les ministres de la sécurité de ces pays déjà touchés, plus le Sénégal encore dans le viseur des djihadistes, sont à Abidjan depuis mercredi pour mutualiser leurs efforts. Résolution: le renforcement des relations entre les services de sécurité des 4 États concernés. À l'issue des discussions, les ministres se sont accordés sur les points suivants. Établir une unité d'action et une collaboration systématique entre ces services. Instituer des rencontres régulières et tournantes des ministres en charge de la sécurité afin de mettre à jour les connaissances et les informations sur le terrorisme dans ces pays. Inciter les pays de la région à accélérer la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique qui permettra la traçabilité des mouvements de part et d'autre des frontières. Les 4 ministres de la Sécurité sont aussi d'accord pour harmoniser non seulement leur arsenal juridique en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi d'harmoniser les normes de surveillance des frontières. Toutes ces mesures prises au plus haut niveau ne seront réellement efficaces que s'il y a une vraie collaboration des populations. Cette question de lutte contre le terrorisme n'est pas la seule affaire des forces de défense et de sécurité. C'est de toute la population. C'est pourquoi nous interpellons aussi nos populations à nous aider dans le domaine des informations qui sont très importantes. Il y a déjà eu des rencontres dans nos espaces sous-régionaux qui sont la CEDEAO, l'UEMOA en matière de sécurité. Donc l'échange n'a pas manqué. Mais là, nous venons aller plus loin. Voilà. C'est vrai que nous réduisions tous ces attentats. Maintenant, nous sommes au cœur de l'attentat. Donc la posture n'est pas la même. Donc nous avons souhaité que cette réunion puisse aller beaucoup plus loin dans notre stratégie de réponse globale à cette menace, comme on l'a dit, qui est globale. Chacun des 4 pays s'est engagé à renforcer la sécurité aux frontières. La Côte d'Ivoire et le Burkina, eux, maintiennent l'alerte antiterroriste à son niveau maximal. Sachez que la Cour pénale internationale a confirmé aujourd'hui l'inculpation d'un djihadiste malien pour la destruction de mausolées appartenant au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou. Il sera donc le premier à être jugé par la CPI pour ce type de crime. L'accusé, le premier djihadiste traduit donc devant la CPI, a exprimé son désir de plaider coupable à une première pour cette juridiction, la destruction ou le saccage en 2012 de 14 mausolées de Tombouctou par les djihadistes qui contrôlaient alors le nord du Mali au nom de la lutte contre l'idolâtrie avait provoqué l'indignation à travers le monde. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la décoration d'une des victimes de l'attaque de Grand Bassam. Il s'agit de la directrice de l'Institut Goethe. Elle a été décorée par le gouvernement à titre posthume en présence de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. C'était aujourd'hui même à Ivosep, à Treichville. Henrique était un symbole. Elle était là pour l'échange paisible, pour le dialogue, pour la culture, pour l'entente et l'amour entre les hommes. Aux côtés de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, des représentants du gouvernement ivoirien, des hommes de culture, des enseignants, tous pleurent. La disparition tragique de l'ex-directrice de l'Institut Goethe, tuée le dimanche 13 mars sur les plages de Grand Bassam. Madame Gross m'a rendu service. L'année scolaire 2015 et 2016, 2014-2015, je n'avais pas de salle à l'université pour faire mon cours, parce que mon cours est basé essentiellement sur la projection des films. Et elle m'a cédé la grande salle de la projection du Goethe Institut pendant toute la durée de mes cours. J'ai connu Henrique Gross depuis qu'elle a commencé à travailler à Abidjan, même sa première visite quand elle est venue, on s'est connus et je sais que dans ce temps, quand elle était ici, elle a fait beaucoup d'activités. Elle était comme quelqu'un, même quand elle est arrivée, c'était déjà très facile pour elle de faire les contacts et je pense qu'elle a fait un très grand travail. Nous sommes très peinés parce que en 2016, nous avons la 3e édition de notre festival et en 2014, c'était la première édition et Madame Henrique Gross et le Goethe Institut d'Abidjan ont été nos tout premiers partenaires. Arrivée à la tête de l'Institut Goethe en 2013, Henrique Gross est très vite devenue une amie de la culture,
une amie de la Côte d'Ivoire, un trait d'union avec l'Allemagne. Le gouvernement ivoirien lui a témoigné sa reconnaissance à titre posthume. Elle a été élevée au grade d'officier dans l'ordre de Côte d'Ivoire. Madame Henrique Gross, au nom du président de la République, nous vous faisons officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire à titre posthume et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. Dernier hommage en terre ivoirienne, la dépouille d'Henrique Gross a par la suite été transférée vers l'Allemagne, son pays natal. De nombreuses personnes continuent d'aller rendre hommage aux victimes de la fusillade de la ville balnéaire. Les femmes de l'Alliance de Côte d'Ivoire, les anciens députés et Sam l'Africain ont rendu un dernier hommage à ces hommes et femmes qui ont perdu la vie dimanche 13 mars dernier et ont aussi témoigné leur soutien à la population de Grand Bassam. Les délégations nationales et internationales continuent de défiler sur la plage de Grand Bassam pour comprendre ce qui s'est passé, mais aussi pour apporter compassion aux populations, particulièrement aux parents des victimes. Les femmes de l'Alliance de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre d'un agenda commun sont venues témoigner également leur soutien et réconfort à leurs sœurs de la ville de Grand Bassam, mais aussi à l'ensemble des populations. En tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, nous ne pouvons pas rester indifférentes. Nous avons donc décidé ce jour de venir rendre visite aux populations de Bassam, souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés, présenter nos condoléances aux familles éplorées et dire à la population qu'elle a notre soutien. À la suite de ces femmes, l'association des anciens députés de Côte d'Ivoire est venue également témoigner sa compassion et son soutien dans ce drame qui frappe la Côte d'Ivoire entière et la ville de Bassam en particulier. Nous sommes tous touchés par cela, nous sommes venus apporter nos réconforts aux autorités et surtout aux hôteliers qui ont subi un grand préjudice. C'est le président de la nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire pour la patrie, Sam l'Africain, qui a clos la visite de ce jour sur le site du drame, accompagné de ses collaborateurs. Nous devons nous mêler dans notre propre sécurité. Ce n'est pas une affaire d'État, ce n'est pas affaire d'Alassane, ce n'est pas affaire d'Ahmed Bakayoko, ce n'est pas affaire de régime, c'est affaire de la Côte d'Ivoire. Toutes les délégations ont laissé des mots dans le livre de condoléances ouvert pour la circonstance. La Belgique a subi aussi les assauts des terroristes mardi dernier. 48 heures après, de nouvelles révélations se font sur les auteurs. Les deux kamikazes de l'aéroport et du métro bruxellois ont été identifiés. Et concernant les attentats de Paris, Salah Abdeslam, le cerveau présumé de ces attaques, veut répondre devant la justice française. Plus l'enquête sur les attentats de Bruxelles progresse, plus l'étau se resserre autour des commanditaires de ceux de Paris. La preuve, Salah Abdeslam, le seul survivant du commando auteur des attentats du 13 novembre à Paris, veut désormais rentrer le plus vite possible en France pour faire face à la justice. C'est ce qu'a indiqué son avocat à l'issue d'une audition devant la Chambre du Conseil à Bruxelles. À ce sujet-là, je verrai le juge d'instruction pour qu'elle ne s'oppose plus elle-même à ce départ et à cette remise en France, qui pourra se faire donc, on espère, en tout cas, je l'espère, dans les plus brefs délais. Il veut s'expliquer en France, donc c'est une bonne chose. Après avoir refusé dans un premier temps son transfèrement en France, cette annonce signale un revirement dans la défense du présumé cerveau des attentats parisiens. Dans le même temps, à Bruxelles, de nouvelles révélations apparaissent au grand jour. Les deux kamikazes de l'aéroport et celui du métro ont été identifiés par les enquêteurs. Il s'agit de Najim Lakraoui ainsi que d'Ibrahim et Khalil El Bakraoui. Ces derniers sont aussi tous liés aux attentats de Paris. En revanche, le mystère demeure concernant l'identité de deux suspects qui sont activement recherchés. Les attentats de Paris et de Bruxelles ont tout la mort d'au moins 161 personnes. 65 élèves commissaires jugés aptes à exercer la fonction de commissaire ont reçu des mains du Premier ministre Daniel Kablan d'un camp ici même en Côte d'Ivoire à Abidjan leur épaulette lors de la double cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes aux élèves commissaires de la 39e promotion 2014-2016. Ben Touré, Abou Sanogo. École nationale de police. La fine pluie n'a pas empêché la tenue de cette double cérémonie de baptême de promotion et de remise d'épaulettes.
Ainsi, après une formation policière théorique de 15 mois, qui a fait suite à une autre pratique de 6 mois dans les services de la police, 65 élèves commissaires de la 39e promotion Intégrité Engagement, dont 5 élèves de nationalité togolaise et 6 dames, sont déclarés aptes à exercer la fonction de commissaire de police. Ils reçoivent leurs épaulettes, couronnement de leur formation des mains de leur parrain, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il les a engagés à être des policiers nouveaux. Je vous encourage à persévérer dans la voie de l'excellence pour en faire votre credo et votre marque de fabrique au sein de cet établissement. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a exprimé l'engagement de la police nationale à lutter contre la criminalité et le terrorisme. Vous devez vous efforcer d'accomplir les missions qui vous seront assignées avec compétence, intégrité et engagement. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous assurer de la détermination de la police nationale à lutter contre les criminels, d'où qu'ils viennent, et à toujours améliorer la sécurité dans le pays. Ces 65 commissaires sont du dernier contingent de l'effectif global de 1218 élèves sous-officiers, officiers et commissaires de police des promotions 2014-2016. Ils ont tous été recrutés lors du concours de la session 2012. Parlons éducation. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle était l'invité des rendez-vous du gouvernement aujourd'hui. Paul Kofi est venu communiquer sur sa politique de dynamisation de ces ordres d'enseignement afin de les rendre plus attractifs. Paul Kofi avait à ses côtés ses collègues de l'Éducation nationale et de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Le reportage de Herman Niamien. Invité de la tribune les rendez-vous du gouvernement, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle s'est voulu très précis sur les mots qui minent son département. Selon Paul Kofi, les établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle sont insuffisants. Les 62 existants pour tout le pays sont dans un état de délabrement très avancé. Ils sont sous-équipés, le matériel existant est aussi vétuste. Pire, le contenu des formations est en inadéquation avec les besoins du marché des emplois, ce qui rend difficile l'insertion des diplômés. Vous avez beaucoup de BT, de BTS dans le domaine de la finance-comptabilité, dite gestion commerciale, gestion finance et comptabilité. Ce sont certes des matières utiles, mais le contenu de la formation, les modules qui sont enseignés sont dépassés par l'économie aujourd'hui. Pour le ministre Paul Kofi, il faut diversifier l'offre de formation et créer des centres professionnels et des lycées professionnels dans toutes les régions du pays. Nous voulons mettre au niveau de chaque, n'est-ce pas, district, un lycée technique et professionnel, c'est-à-dire à vocation, n'est-ce pas, baccalauréat technique et naturellement les BTS. Au niveau des régions, donc sur les 31 régions, c'est de mettre en place des lycées professionnels à vocation régionale qui s'appuient sur les potentialités de la région. Si une région agricole, il est préférable de faire un lycée professionnel agricole. Si une région est industrielle, il est préférable d'aller dans ce sens, ainsi de suite. Quel dispositif d'enseignement technique et de la formation professionnelle pour une Côte d'Ivoire émergente? C'est le thème sur lequel le ministre Paul Kofi s'est prononcé. Initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG, les rendez-vous du gouvernement sont une plateforme d'échange pour faire connaître et comprendre les actes et décisions du gouvernement. Le Salon de l'agriculture de Paris, porteur d'espoir eu égard aux nombreux projets présentés par les membres de la délégation ivoirienne qui sont en tout cas satisfaits de leurs nombreux contacts sur place à Paris. Retour sur les acquis du Salon international de l'agriculture 2016 avec Hugues Webli. Parmi les admirateurs de cette vache de 4 ans, premier prix du concours général agricole charolais, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Et pour cause. Dans le cadre de notre salon à Abidjan, nous avons fait venir des charolais. Leur adaptation, le poids qu'ils prennent est à peu près identique à ce qui se passe au niveau de la France. C'est-à-dire que nous pouvons aussi
faire de l'élevage de ces animaux-là en Côte d'Ivoire. Cet élu de la région forestière de l'Ouest était aussi à l'invitation du ministre des Ressources animales et halieutiques. Il le dit avec fierté, son séjour dans l'Hexagone a été des plus riches. Nous repartons vraiment très réconfortés de ce que nous pouvons encore développer toutes nos ressources chez nous et avec vraiment l'appui des ministères techniques. Il y a beaucoup de potentialités, on n'a pas besoin d'aller en ville, on peut rester chez soi, on peut faire de l'agriculture, on peut faire de l'élevage et puis s'autofinancer et vivre sainement. Dans la délégation, plusieurs chefs de projet et autres responsables de premier plan. Tous évoquent une mission intéressante à plusieurs niveaux. Nous avons eu de nouveaux partenaires pour ce qui est du financement de nos activités, de nouveaux partenaires pour la recherche, la formation et des perspectives pour l'acquisition de matériel génétique performant. C'est un passage obligatoire pour nous parce que ça nous permet aussi, je veux dire, d'échanger sur les différents projets, les différents accords et aussi de faire un peu l'état d'avancement de nos différents accords. Responsables agricoles et éleveurs français ont pris rendez-vous avec leurs différents invités pour 2017, avec l'espoir que l'édition à venir se déroulera dans un climat social beaucoup plus favorable à l'agriculture française. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose qui gagne de plus en plus de terrain, surtout dans les milieux défavorisés. L'État a donc entrepris des initiatives pour freiner ce fléau. Il s'agit de la subvention des médicaments pour assurer un traitement gratuit de la tuberculose. Revenons sur les causes et les moyens de lutte contre cette maladie endémique. La tuberculose est une maladie infectieuse, transmissible et non immunisante, avec des signes cliniques variables. Cette maladie contagieuse s'attaque habituellement aux poumons, mais parfois à d'autres parties du corps, comme les reins, les ganglions et les os. Pour éviter cette maladie, des dispositions sont à prendre. Quand nous avons une toux qui dure plus de 2 semaines, nous devons avoir le réflexe de nous faire dépister dans un centre antituberculeux. C'est gratuit. Il faut également se rendre dans un CAT lorsqu'on observe des signes tels qu'une toux associée à des sueurs et fièvres nocturnes, une fatigue exagérée, le manque d'appétit et l'amaigrissement. En Côte d'Ivoire, environ 10 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année, dont 81% sont traités avec succès. Grâce aux stratégies mises en place par le gouvernement, dont la gratuité des médicaments et du traitement antituberculeux. Le nombre important de centres antituberculeux installés sur l'ensemble du territoire national permet aujourd'hui de réduire les cas de contamination. Mais l'autre plaie de ce combat, c'est bien les cas de tuberculose multirésistance, c'est-à-dire des malades qui négligent le traitement. Pour l'année dernière, 2015, 480 nouveaux cas de malades multirésistants qui ont été dépistés, dont 405 parmi eux ont pu bénéficier de traitements. Le volet communautaire, en appui au Programme national de lutte contre la tuberculose, permet d'être proche de la population afin de soutenir les actions de prévention, de l'adhérence au traitement et réduire considérablement les facteurs de risque. Si en Côte d'Ivoire, le combat porte ses fruits, c'est grâce à l'appui des partenaires sérieux au gouvernement ou aux ONG locales. C'est le cas du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui, à travers sa représentation Côte d'Ivoire, met à disposition 10 milliards de francs CFA pour lutter contre la tuberculose sur la période 2015-2017. Pour la période allant de 2015 à 2017, ce sont 10 milliards de francs qui ont été mobilisés pour la lutte contre la tuberculose à travers 2 subventions qui seront mises en œuvre par le Programme national de lutte contre la tuberculose et pour le volet communautaire par Alliance Côte d'Ivoire, qui est une ONG très active dans la tuberculose en Côte d'Ivoire. Depuis 2003, ce sont 27 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés dans le cadre de la lutte contre la tuberculose par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint. Les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent le lavement des pieds, un geste simple mais rempli d'amour et d'humilité. Ce geste initié par Jésus-Christ en lavant les pieds de ses apôtres est devenu aujourd'hui une tradition dans le christianisme. Et aujourd'hui, le pape a procédé au lavement des pieds de 12 immigrés africains demandeurs d'asile dans une petite ville à 30 km de Rome. Retour chez nous pour parler justement de religion encore. Les chrétiens catholiques ont entamé depuis le dimanche des Rameaux la semaine sainte. Au cours de cette semaine, 3 jours marquent les temps forts de la vie de l'Église pour la marche vers la fête de Pâques, à savoir le Triduum pascal. Le sens de cette célébration avec Grâce Kando.
Ce dimanche 27 mars, les chrétiens vont célébrer la fête de Pâques qui marque la résurrection du Christ. Un événement précédé par le Triduum pascal. Du jeudi saint au dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent le mystère central de leur foi, la mort et la résurrection du Christ. Ce Triduum pascal, c'est l'aboutissement des 40 jours de carême. On arrive presque au sommet, un moment essentiel, important, qui conduit à la grande fête de Pâques. La plus grande fête dans l'Église catholique, c'est bien la fête de la résurrection de Jésus-Christ qui fonde notre foi et notre espérance. 3 jours qui se résument à l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie, le chemin de croix qui est le moment où l'on médite la passion du Christ à travers les 14 stations, enfin la veillée pascale qui annonce la résurrection du Christ. Sachez que le lundi 28 mars prochain, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.